La place de la pharmacie dans un contexte d'innovation technique et technologique, l'avenir pour des médicaments de qualité se discute au 8e congrès de l'Ordre national. Occasion de faire le bilan de 2 décennies d'existence. Nous en saurons davantage en ouverture de journal. Stop aux poids lourds dans la ville de Ouagadougou. 2 mois d'appropriation de la réglementation en matière de circulation et stationnement dans la ville. Campagne lancée par la mairie en ce jour. On en parle avec le directeur général du Conseil des transports du Grand Ouaga, Jean-Yves Kietieta, est l'invité de ce 20h. Bonsoir, monsieur Kietieta. Bonsoir. Je reviens à vous dans un instant. Notre virée à Gourcy se poursuit dans cette édition. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ce soir, nous irons à la découverte du musée Julien Ouetraogo, un musée privé porté sur les fonds baptismaux dans les années 2000. À ce jour, il se présente comme une véritable école pour la nouvelle génération. Visite guidée dans votre rubrique Une semaine à. Coronavac, c'est le dernier né des vaccins contre le Covid-19. Il vient de l'Afrique et il est algérien. Les premiers lots sont sortis de l'usine de Saïdal en Constantine. 8 millions de doses par mois, c'est la production envisagée qui pourrait être doublée. Voici déclinés les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à la primature que nous ouvrons cette édition avec l'initiative présidentielle. Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré. Les élèves de retour dans les classes, l'heure de la mise en œuvre sonne. Et c'est ce qui préoccupe les membres du cadre technique. Réunis à la faveur de leur première session, ils se donnent une feuille de route pour des actions à mener dans les 16 communes retenues. Adama Guiti et Ernest Kambiri. C'est déjà la rentrée scolaire et il faut coordonner les actions terrain pour les membres du cadre technique de concertation de l'initiative présidentielle, assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Nous avons fait le point de la mise en œuvre donc, de ces recommandations et nous allons également travailler sur la feuille de route qui a été retenue au niveau du secrétariat permanent pour la rentrée scolaire. Nous allons voir qu'est-ce qui a été arrêté comme action au niveau du secrétariat permanent pour cette année-là. Pour cette rentrée, 16 communes ont été retenues dans lesquelles les actions seront fortement accompagnées dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative. L'initiative, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un projet nouveau. C'est au niveau des sectoriels, nous avons identifié les actions à améliorer pour que l'initiative du président du FASO puisse être une réalité. Il s'agira donc pour 2021 d'améliorer la disponibilité des denrées alimentaires, accompagner les cantines scolaires autour des propositions de gestion, car ventre vide n'a point d'oreille. Autre préoccupation, cette fois-ci au sein de l'ordre des pharmaciens, il s'agit de l'avenir de la profession. Il en est question au 8e congrès de l'ordre national, un congrès qui commémore également 2 décennies d'existence et qui va porter sa réflexion sur l'accès aux médicaments de qualité dans un contexte d'essor des innovations techniques et technologiques. Les premiers instants du congrès avec Gérard Sommet et Olokoda. Journée pas comme les autres pour les professionnels de la pharmacie. Loin des officines, ces experts du médicament revisitent ici l'histoire et l'évolution de leur profession afin de dynamiser le secteur. C'est à l'occasion du 8e congrès de la célébration du 20e anniversaire de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Une double activité qui met au cœur des réflexions la place du numérique dans l'exercice de la profession de pharmacien. Nous allons regarder pour chaque métier de la profession, qu'est-ce qui a été fait en 20 ans. Ça veut dire le secteur de l'officine, le secteur de la préparation, le secteur de la biologie médicale, au niveau de l'administration. Nous allons revisiter la réglementation pharmaceutique, voir comment l'adapter au contexte présent. Ces 2 décennies d'existence sonnent ici comme l'affirmation d'une profession consciente de son rôle dans le système de santé au Burkina Faso. À chaque époque, ces défis, ce 8e congrès se fixe aussi pour objectif de poser le diagnostic du déploiement de la démarche qualité en officine et la défense du monopole pharmaceutique. Le congrès va également se pencher sur les voies et moyens pour l'implémentation de technopharm au Burkina Faso, conformément à la vision du président du Faso. Qui va permettre d'industrialiser notre pays,
permettre qu'on fabrique les médicaments dans notre pays pour nos populations. Quand on sait aujourd'hui l'impact que les médicaments hors pharmacie font sur les citoyens, aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent travailler pour disponibiliser les médicaments et puis avec un coût réduit, afin de permettre aux populations de se soigner à moindre coût. Donc aujourd'hui, au nom du gouvernement, nous allons les féliciter et leur dire que nous serons toujours à leur côté pour qu'ils aillent mieux et qu'ils fassent mieux pour l'intérêt du peuple burkinabé. Ce sont les contours du futur de la profession de pharmacien qui vont se dessiner ici. Pour l'instant, ce sont 10 professionnels du domaine qui ont vu leur mérite reconnu. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre de l'étalon. Autre titre de l'actualité, la problématique des poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Rien que pour l'année 2020, ils ont été impliqués dans 7000 accidents, dont 100 ayant entraîné des décès. La mairie veut donc mettre un terme à cet état de fait, d'où l'initiative de la campagne Stop aux poids lourds dans la ville. Elle s'étend sur 2 mois et devrait permettre une meilleure appropriation de la réglementation en matière de circulation et de stationnement. Le lancement avec Kwala Nebi et Momoni Soubeiga. Selon les services de la sécurité routière, environ 1142 accidents ont été enregistrés en 2020 à Ouagadougou, dont une centaine de morts. Une insécurité routière aggravée selon le maire par la circulation des véhicules poids lourds, notamment à des heures de pointe. C'est ce qui justifie le lancement de la campagne Stop aux poids lourds dans la ville de Ouagadougou. La sécurité de nos concitoyens est pour nous une préoccupation majeure et nous devons décider d'y faire face avec le quadruple objectif suivant. Sensibiliser et prévenir, protéger les plus vulnérables de nos populations, lutter contre les infractions graves au code de la route, sécuriser les infrastructures routières. La campagne vise à sensibiliser les chauffeurs routiers et les transporteurs pour une plus grande appropriation du texte portant réglementation de la circulation des véhicules poids lourds en ville. Une campagne soutenue par le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Je félicite Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou et le conseil municipal pour la prise de l'arrêté numéro 2019 portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou et qui vient opérationnaliser ce décret à travers la définition des aires de passage et des zones de stationnement possibles dans la commune. La mairie de Ouagadougou compte impliquer les acteurs des transports comme le Conseil des transports du Grand Ouaga, l'ONACER, les OSC et les organisations patronales et syndicales dans la campagne. Objectif, fluidifier le trafic urbain, renforcer la sécurité routière et faire de Ouagadougou une ville plus sûre. Voilà, stop donc aux poids lourds dans la ville. On en parle avec vous, Jean-Yves Kieteta, directeur général du Conseil des transports de Grand Ouaga. Dites-nous déjà, monsieur Kieteta, comment est-ce que la mairie compte procéder pour faciliter en tout cas cette appropriation de ce texte-là par les transporteurs routiers? Merci madame. Alors je voudrais d'emblée apporter un petit rectificatif sur la statistique. Oui, un rectificatif sur les statistiques qui viennent d'être énoncées sur les accidents dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit de 7142 accidents 7142. Et non pas 1142. Voilà, donc c'est vous dire à quel point l'ampleur de ces accidents-là se pose dans la ville de Ouagadougou. Alors comment nous comptons procéder pour une meilleure appropriation? Nous avons initié en cette veille de rentrée scolaire une campagne médiatique dénommée Stop aux poids lourds dans la ville de Ouagadougou, en visant 2 types de cibles. Alors des cibles prioritaires et des cibles secondaires ou des cibles de relais. Alors les cibles prioritaires sont constituées par les opérateurs économiques qui évoluent dans le système de transport, par les conducteurs de véhicules poids lourds pris individuellement et également par les organisations syndicales. Au niveau des cibles de relais, c'est la population de manière générale, c'est tous les agents qui sont chargés de faire respecter la réglementation en matière de circulation et de stationnement des poids lourds. C'est également les leaders d'opinion et c'est en fait les médias auprès de qui nous attendons une amplification du message de la commune de Ouagadougou en matière de sécurité routière. Nous avons initié pour cette campagne des actions sur le terrain qui vont consister à prendre en compte tout type de médias, radio, télé, presse écrite, réseaux sociaux
et médias en ligne. D'accord. Alors, vous avez également parlé de transporteurs pris individuellement. Faut-il s'attendre à une approche physique, peut-être à travers la sensibilisation avec la police municipale? Oui, tout à fait. Vous savez, la lutte contre l'insécurité routière est une lutte de longue haleine. Donc, après cette campagne qui va durer 2 mois, nous allons poursuivre sur le terrain avec une sensibilisation au plus près des transporteurs en mettant à contribution la police municipale et la police nationale notamment. D'accord. Alors, au niveau, donc, en initiant cette campagne, vous visez également la fluidification du trafic routier. Est-ce que cette problématique-là n'est pas liée également à un manque d'infrastructures routières? Comment est-ce que la mairie envisage de trouver solution à ça? Oui, le manque d'infrastructures routières est une réalité dans notre capitale, ça il faut le reconnaître. Mais nous avons en parallèle également le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga qui va nous permettre notamment d'aménager des parkings aux entrées de la ville de Ouagadougou. Nous avons ensuite la voie de contournement qui est en cours d'aménagement et qui va permettre de régler un problème, notamment le transit des véhicules poids lourds à travers la ville de Ouagadougou. Donc, et en plus, nous avons la communauté de communes du Grand Ouaga qui va nous permettre de régler le problème de pénurie foncière dans la ville de Ouagadougou. Comme vous le savez, nous manquons de foncier pour réaliser certains équipements, notamment de stationnement. Et cette communauté de communes qui est en train de se mettre en place va nous permettre de régler ce problème en mettant à contribution les collectivités territoriales membres de cette intercommunalité. D'accord. Et là, ce sont des projets à long terme? Oui, ce sont des projets à moyen et long terme. Le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, par exemple, il est déjà lancé. Nous avons bénéficié de la convention de financement il y a de cela 2 semaines environ. Et d'ici 6 mois, ce projet sera une réalité dans notre capitale. D'accord. Alors, dans la mise en œuvre de ces actions, faut-il s'attendre à ce qu'il soit intégré un aspect répressif? Oui, tout à fait. Il y a la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser, mais nous envisageons également à renforcer le volet répression. Mais après avoir donné beaucoup plus de moyens, notamment à la police municipale. D'accord. Alors, merci bien, Monsieur Kieteta. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil des transports du Grand Ouaga. Merci de rester avec nous pour la suite de cette édition. Nous parlons à présent de la filière huile qui veut se doter d'une feuille de route pour la bonne marche du secteur. Les acteurs impliqués sont conviés à une rencontre de 48 heures à l'initiative du programme d'appui de la compétitivité. L'atelier permettra également de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues d'une précédente rencontre. L'ouverture des travaux avec Manéka Hien et Adama Justin Dambélé. Ils sont des acteurs de la filière huile et dérivés du coton et des partenaires au développement. Ils sont réunis ici sous l'initiative du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. 2 jours leur permettront de réfléchir sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues des échanges sur l'approvisionnement des huileries en matières premières. Au mois de mai, les acteurs des huileries se sont retrouvés autour du PACAO pour réfléchir sur les préoccupations qu'ils vivent au quotidien. Donc, quelques mois après, 5 mois, ces acteurs se retrouvent pour faire le bilan en termes d'évolution de ce qu'ils avaient arrêté de commun accord et voir ce qui peut être fait et donner de nouvelles orientations pour avancer. À cet atelier, 4 points sont au cœur des échanges. Entre autres, la problématique des financements efficaces de la filière huile par les banques, la question de l'approvisionnement en matières premières et l'organisation efficiente des groupements des huiliers. Au terme des travaux, il est attendu des participants une feuille de route qui servira de boussole pour les différents acteurs. Ce présent atelier se tient en prélude de la rencontre gouvernement-secteur privé. Les prix PADEV 16e édition ont vécu ce 27 septembre à Kigali au Rwanda. La soirée de distinction a permis de décerner 80 trophées aux acteurs de développement à travers le continent africain. Plusieurs Burkinabés y ont été récompensés. La 16e édition immortalisée par la caméra et la plume de notre envoyé spécial Amandine Lalsaga. Le directeur général de la BCB, la Banque commerciale du Burkina, reçoit ici à Kigali le prix de la reconnaissance africaine à cette 16e édition du prix africain de développement. À travers cette distinction, la Fondation 225 salue le mérite et l'excellence de l'institution bancaire, partenaire officiel des prix PADEV 2021.
on a pris l'engagement d'être à leur côté pour les accompagner dans ce geste combien noble pour encourager l'excellence que la Fondation 225 organise pratiquement chaque année. Les meilleurs clients et partenaires de la BCB reçoivent également des trophées au cours de cette soirée consacrée à la récompense des acteurs du développement africain. C'est une fierté pour nous de savoir que nous comptons aux yeux de cette banque. C'est aussi des sentiments aussi de satisfaction. Ce prix représente beaucoup pour nous. Et vraiment, je tiens aussi à remercier la BCB. L'édition 2021 des prix BADEV reconnaît le mérite de 80 personnes physiques et morales reparties dans 15 pays, dont plusieurs burkinabés. Je suis content de ce prix et pour que sur le plan international, sur le plan africain, si tu as été primé, c'est que ce que tu fais, c'est du bon travail et c'est du travail de l'excellence surtout. D'abord, un sentiment de fierté. À ma modeste personne et au nom de mon entreprise, ce prix va me galvaniser encore davantage à travailler pour mériter au-delà de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ce qui m'a fait avoir ce prix, c'est que c'est pour la promotion de la crypto-monnaie et la sensibilisation des masses. Je suis d'abord très ravi et heureux d'être parmi les lauréats. Je suis dans le domaine des équipements électriques, audiovisuels. La 16e édition du prix africain de développement se referme sur une note de satisfaction selon la Fondation 225 et son partenaire officiel, la BCB, qui entendent faire de la promotion de l'excellence leur credo. Dans un autre registre, on parle de la mutualisation des efforts dans la lutte contre le travail des enfants. Les organisations syndicales sont alors sollicitées pour un renforcement de capacité en vue d'une meilleure opérationnalisation sur le terrain. Elles sont une quarantaine à se soumettre à l'exercice de la bourse du travail à Ouagadougou. Salif Belem et Abdelaziz Yakibou. Le travail des enfants sous ses nombreuses formes demeure encore une préoccupation au Burkina, selon des études de l'Institut national des statistiques et de la démographie, INSD. 160 millions d'enfants travaillent à travers le monde, très souvent dans des conditions dangereuses, selon des données brandies par l'ONU. Sur le front de la lutte pour relever ce défi au Burkina, les organisations syndicales veulent agir avec plus d'efficacité. Et c'est tout l'enjeu de cette session de formation initiée par l'Union d'action syndicale. Objectif, doter ces représentants des structures syndicales d'outils nécessaires pour jouer au mieux leur partition. Ceux qui utilisent les enfants pour travailler à bas âge, c'est criminel. Comment on peut discuter avec ceux qui emploient les enfants pour qu'ils travaillent dans le trou à 60 mètres pour que ce soit éliminé? Quelle réflexion on va faire pour que l'avenir, nous puissions en tout cas non seulement sensibiliser les travailleurs, mais sensibiliser aussi le gouvernement. Selon certaines études que le BIT a bien voulu financer pour notre pays, constater un certain nombre d'abus dans l'emploi des enfants et surtout du taux assez élevé d'enfants qui sont employés dans la chaîne de valeur du coton, notamment depuis la production jusqu'à la transformation et à la finition. C'est pourquoi, à travers les études que le BIT a bien voulu financer, et avec son partenaire de l'Union européenne, ils ont accepté d'accompagner les organisations syndicales pour que nous puissions, nous aussi, en tant que syndicats, apporter notre contribution dans l'élimination du travail forcé et du travail des enfants dans la chaîne de valeur du coton. L'état des lieux, les concepts et les normes du travail des enfants et du travail forcé, le rôle des structures syndicales dans le combat pour mettre fin au phénomène sont autant de modules qui seront développés à l'intention de ces acteurs du monde syndical. Votre rubrique Une semaine à Gourcy vous amène ce soir à la découverte du musée Birkin Julien Ouedraogo, un musée privé, le tout premier de la région du Nord. Il est l'œuvre d'un artiste peintre ayant collecté des objets à travers le Burkina et l'Afrique. Il a été ouvert officiellement au public en 2014. Visite guidée avec Sie Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Des représentations désacralisées de divinités africaines. Des masques, des objets d'art, des dessins, des portraits, ainsi que des peintures collectées à travers l'Afrique. Nous sommes au musée Birkin Julien Ouedraogo, dans la commune urbaine de Gourcy. Vous voyez les chefs de terre Yoruba, les chefs de terre des garants de la tradition.
Ça, ici, ça vient de Ghana, Koumassi. Ça protège les voyageurs de nous. Tout ça, et ça, c'est Ghana. Et ça, c'est le Kourou. Et ça, c'est malien. C'est une déesse de la pluie, Bandangara. Elle fait des incantations. Une fois qu'elle abaisse les mains sur ses joues, la pluie vient. C'est un musée privé qui porte le nom de son fondateur, Birgui Julien Ouedraogo, un artiste peintre de renommée internationale qui a consacré toute sa vie à son art, mais aussi à collecter des objets dans l'ambition de créer un musée plus tard. L'art, c'était vraiment sa passion. Je me souviens d'ailleurs qu'on se plaignait quand on était enfant parce qu'il était capable de prendre son salaire et puis aller acheter des objets d'art qu'il mettait sous son lit. Au départ, le musée devait être installé à Ouagadougou. Après, il a changé d'idée. Il dit non, je l'installe dans mon village pour qu'on connaisse mon village. C'est vrai, je veux que d'autres, mes petits-fils, parmi mes petits-fils, il y en a qui fassent mieux que moi. Le portrait de cette femme Peul qui a fallu sa reconnaissance internationale. Il a eu le premier prix avec ça. C'est les années 70. Jusque-là autodidacte, c'est avec les sommes récoltées lors de sa toute première exposition en 1957 qu'il va s'offrir une formation en France afin de parfaire la technique des portraits. C'est le curé Blanc à l'époque, il a dit, bon, comme tu peins bien, il faut faire une exposition. Effectivement, il a fait une exposition, il a récolté quelques sommes. Et c'est avec cette somme, il dit qu'il a eu 47 000 francs. Avec ce qu'il a acheté son vélo et suivi des cours. Le curé a recommandé de suivre des cours à l'école ABC de Beaux-Arts de Paris à l'époque. Il a tellement voulu écrire à ce musée que lorsque le musée était achevé, nous le regardions, mais c'était comme un enfant qui était content d'avoir un jouet et qu'il cherchait depuis longtemps. Les premiers objets de ce musée ont été collectés en 1965. Près depuis l'an 2000, c'est finalement en 2014 que le musée Birgui Julien Ouedraogo sera ouvert officiellement, mais après le décès du fondateur. C'est ici, à côté du musée, qu'il repose désormais. Depuis sa création, le musée accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Birgui Julien Ouedraogo, de son vivant, a été membre du bureau exécutif international des arts plastiques au niveau de l'UNESCO. Il a également été le premier directeur du Centre national artisanal des arts, un centre qui porte son nom depuis décembre 2020. Rendez-vous donc dans nos éditions de demain pour d'autres découvertes à Gourcy. Un outil immédiatement disponible comme contribution à la déradicalisation et au dialogue interreligieux dans le Grand Sahel. Il s'agit d'une étude sur les sources potentielles de conflits violents, l'impact de la crise sécuritaire et des facteurs de résilience auprès des communautés du Burkina. La conférence épiscopale Burkina-Niger, en partenariat avec le CRS, a organisé ce 29 septembre un atelier de validation du document dont nous prenons connaissance avec Salif Belem et Sekou Zongo. L'Église catholique s'engage à jouer sa partition dans la construction de la paix au Burkina Faso et dans la région ouest africaine. Un engagement qui s'est traduit depuis 2019 par des messages de paix et de cohésion sociale. Cette rencontre nationale vise donc à amender et valider les rapports provisoires des ateliers régionaux sur l'impact de la crise sécuritaire sur les populations, les sources potentielles de conflits et la résilience des populations. Déjà, on peut dire qu'il y a quelques résultats palpables qui nous permettront de voir un peu mieux, de voir plus clair dans la situation de notre pays, afin de savoir quelles sont les actions à mener en mettant à la disposition de l'État et de toutes les organisations, de toutes les structures qui veulent se battre pour que la paix revienne dans ce pays. Nous mettrons donc ces conclusions à leur disposition. J'ai vu qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont été individuellement interrogées. Leur opinion va compter. C'est à partir de ça que nous allons essayer de voir quelles sont les initiatives porteuses que nous pouvons avoir pour construire la paix. L'instauration d'un cadre juridique à l'image de l'Union fraternelle des croyants de Dori, la résolution de la question du chômage des jeunes pour couper la source d'approvisionnement des groupes armés sont des recommandations de cette rencontre. Une rencontre initiée par la conférence épiscopale Burkina-Niger avec le soutien technique et financier de Catholic Relief Services.
Au département de la famille et de l'action humanitaire, l'on pense appui à la protection et au profilage des déplacés internes. Le projet a pour objectif de fournir des documents d'identité et des pièces d'état civil à celles de ces personnes ayant perdu leurs documents. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. 90% des personnes déplacées internes ne disposent pas de documents d'identité ou de pièces d'état civil au Burkina Faso. C'est pour pallier cette situation que le projet Appui à la protection et au profilage des déplacés internes et des populations hautes vulnérables a vu le jour. Ce nouveau projet permettra d'apporter une réponse significative aux défis liés à l'enregistrement et à la documentation des PDI. Nous n'enregistrons pas seulement ces personnes parce que nous avons envie de les enregistrer. C'est aujourd'hui, le Burkina Faso a une politique de prise en charge des personnes vulnérables. Et cette politique passe par la stratégie, la mise en œuvre de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté qui passe inconditionnellement par un registre social fiable, unique. Piloté par le Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, le projet Appui à la protection et au profilage des déplacés internes et des populations hautes vulnérables va délivrer au total 50 000 cartes nationales d'identité burkinabè, ce qui permettra d'améliorer la qualité des données sur les PDI, facilitant ainsi leur accès à l'aide humanitaire. Et les partenaires financiers se disent toujours prêts à accompagner ce genre d'initiatives au grand bonheur de ces personnes vulnérables. Il ne suffit pas d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans le combat militaire. Il faut aussi prendre en compte les conséquences de ce terrorisme et puis lutter contre les fondements même de ces mouvements terroristes. D'un montant total de plus de 300 millions de francs CFA, ce projet est financé par le Centre de crise et de soutien de France via l'ambassade de France au Burkina Faso. Il couvre 69 communes des régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel. En sport, nous découvrons un nouveau concept appelé Allons au Qatar. Il porte la paternité de la Fédération burkinabè de football. La FBF veut mobiliser les énergies pour parvenir à la qualification des étalons au Mondial 2022. De quoi s'agit-il exactement? Explication avec Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Discours offensif et optimiste, objectif clair et bien affiché. La Fédération burkinabè de football veut aller à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et ne s'en cache pas. Nous ne sommes pas moins que les autres. D'autres pays en Afrique, des pays voisins notamment, ont goûté aux délices d'une phase finale du mondial. Il est temps aussi que nous puissions aller au mondial. Je ne dis pas que nous allons y aller, mais nous devons nous battre pour y aller. Ainsi donc est né le concept Allons au Qatar, un concept à travers lequel Lazare Bansé et ses collaborateurs veulent se donner les moyens matériels et humains, mais surtout psychologiques, pour permettre aux Burkinabè de goûter pour la première fois aux délices d'une phase finale de Coupe du Monde. L'objectif, c'est de mobiliser notre peuple, de mobiliser tous les acteurs de notre football et leur faire comprendre que c'est possible et que impossible n'est pas burkinabè. Cet événement est la bienvenue parce que le concept, je l'ai compris actuellement parce que j'ai compris ça comme un appel à l'unisson autour de notre 11 national. Et ça ne peut que, en tout cas, bonifier ce que nous faisons déjà au sein du groupe. Alors, donc merci pour cet appel, merci pour cet élan de solidarité que le concept essaie de véhiculer. Et je pense que c'est une très très bonne chose que nous apprécions à sa juste valeur. Allons au Qatar appelle à une synergie d'action, à l'union sacrée autour de ces talents. C'est pourquoi plusieurs acteurs du monde du football burkinabè sont présents dans la salle et d'une même voix, ils veulent aller au Qatar. Remise d'attestation aux anciens journalistes et dirigeants, reconnaissance des mérites de l'ancien entraîneur Drissa Malo Traoré dit saboteur sont les moments forts de cette cérémonie. La route du Qatar passe par la double confrontation face au Djibouti le 8 et le 11 octobre prochain à Marrakech, au Maroc. Dans l'actualité, hors de chez nous, le premier vaccin contre le Covid made in Afrique est désormais une réalité. Il est issu de l'usine algérienne Saïdal, bénéficiaire de la licence du laboratoire chinois Sinovac, et cela pour la fabrication. 8 millions de doses sont prévues pour être produites par mois, une production qui pourrait être doublée en cas de besoin. Mercredi, les premiers lots du vaccin algérien Coronavac sont sortis de l'usine Saïdal en Constantine. C'est un honneur et une fierté de produire le premier vaccin algérien contre le coronavirus. C'est une grande réussite.
L'usine Saïdal devient ainsi le premier laboratoire pharmaceutique en Afrique à disposer de la licence du laboratoire chinois Sinovac pour fabriquer le vaccin algérien. À terme, l'Algérie produira 8 millions de doses par mois, une production qui pourrait être doublée. Elle a déjà une expérience et des compétences avérées au niveau de ce site, techniques, technologiques et humaines, qui ont déjà fait dans le passé de l'insuline, qui ont fait aussi l'hépatite, donc qui sont vraiment spécialistes dans ce qu'on appelle les biotechnologies. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi cette usine pour fabriquer le premier vaccin qui sortira en Algérie. Cette innovation intervient alors que plusieurs groupes pharmaceutiques européens s'opposent à la levée des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins anti-Covid, pour permettre la production de vaccins moins coûteux sur le continent. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.